à tous et bienvenue sur Bordeaux TV. Je suis très heureuse de vous présenter notre toute nouvelle émission citoyenne à la carte aux côtés de Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour Laura. Pour ce premier numéro, parlons gaspillage alimentaire. Tout à fait, le gaspillage est aujourd'hui au cœur des préoccupations. Il est un véritable fléau représentatif de notre époque. Acheter, consommer, jeter et ne pas se soucier des conséquences. Il représente donc un enjeu majeur. C'est pourquoi les étudiants en deuxième année de l'ESJ, école du nouveau journalisme de Bordeaux, ont mené l'enquête. La face cachée du gaspillage et les façons dont nous pouvons le réduire à notre échelle, c'est ce que nous allons découvrir dès maintenant. Justement Benjamin, un tiers de la production de nourriture est gaspillée. En France, ça correspond à 10 millions de tonnes par an, soit 20 000 Airbus A380 ou encore 1000 Tour Eiffel. On pourrait penser que ce sont les supermarchés et les industriels qui gaspillent le plus, mais pourtant ce sont les particuliers comme vous et moi qui gaspillent à 65%. Oui, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 40 à 50% des déchets alimentaires sont des fruits et légumes. Jeter une baguette de pain revient à jeter 100 litres d'eau. Chaque Français gaspille l'équivalent de 160 € par an, soit environ 16 milliards d'euros à l'échelle du pays. Et voici un chiffre effrayant, depuis le début de ce sujet, 12 680 kg de nourriture ont été gaspillés. L'infographie est signée Lucille Malargé et Gaël Ménage. Place maintenant au sommaire de notre émission. Pour cette entrée, nous vous avons concocté une recette de choix. Nous recevrons nos chroniqueurs qui sont allés à la rencontre de commerçants et de consommateurs sur le marché des Capucins pour parler des invendus. Les invendus, souvent jetés sans scrupules, feront également l'objet d'un reportage. S'ensuivra l'interview de Rudy Balin, chef du restaurant Côté Rue. Il nous expliquera comment son établissement fait pour lutter contre le gaspillage. Et pour finir cette première partie, vous aurez un portrait d'un étudiant qui fait son marché au Capucin. Le plat de résistance nous sera mijoté par Alexia Simon et Anthony Conan à la présentation. Ils vous exposeront les lois sanitaires en vigueur et recevront notamment Jeff Runel-Béliard, le président de la Banque alimentaire de Bordeaux. Pour la troisième et dernière partie de notre émission, le dessert, présenté par Louis Rivardière et Robin Paris, nous verrons les solutions qui existent pour diminuer le gaspillage. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Quand vous voyez un légume dans votre assiette, vous ne vous dites pas « c'est un super légume ». Et pourtant, c'est le cas. Tous les légumes qui sont arrivés jusqu'à nos assiettes, ce sont des survivants. Un sujet de Daphné Caravaca, Pierre-Louis Franck et Xavier Duclos. À l'échelle mondiale, environ un tiers des aliments destinés à la consommation humaine est gaspillé ou perdu. Le consommateur n'est pas le seul responsable. Une grande partie de la production n'arrive pas dans son assiette. En Europe, sur 275 kg d'aliments produits par an, seuls 95 kg arrivent à destination. En Amérique du Nord, 40% du gaspillage alimentaire est dû aux consommateurs. Les citoyens américains sont les plus grands gaspilleurs au monde. Les Asiatiques ont à peu près le même profil que les Européens. Le Sud-Américain jette très peu. L'Australien est le frère jumeau de l'Américain en matière de consommation. En Afrique, seulement 10% du gaspillage vient du consommateur. Pourquoi autant de différences entre la production et la consommation ? Dans les pays industrialisés, cela peut s'expliquer par une surconsommation et un comportement humain qu'on peut considérer comme irresponsable. Tandis que dans les pays du Sud, la quasi-totalité des pertes s'explique par des phénomènes qui ne sont pas humains, comme le climat, les catastrophes naturelles ou bien encore les problèmes sanitaires. Quelles qu'en soient les raisons, 1,3 milliard de tonnes d'aliments sont gâchés chaque année dans le monde. Et c'est maintenant l'heure d'accueillir Tom et Thomas pour leur chronique. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs, bravo. Qu'allez-vous nous présenter aujourd'hui ? Bon, on a vu grâce aux infographies précédentes la place importante qu'occupe le gaspillage aujourd'hui. Ouais, alors il faut savoir aujourd'hui qu'il y a 800 millions de personnes qui souffrent de la faim et aussi 1,3 milliard de tonnes de déchets alimentaires qui sont gaspillés chaque année. Des chiffres qui devraient normalement en interpeller plus d'un. Tout à fait Thomas. Alors avec Thomas, on s'est rendu au marché des Capucins et on est allé interroger les commerçants et les producteurs sur ce sujet, le gaspillage alimentaire. Tout à fait Tom, et du coup on leur a simplement demandé ce qu'ils faisaient de leurs invendus. Et alors, résultat des courses ? Eh bien écoutez Laura et Benjamin, on peut vous dire qu'ils ont tout simplement été très coopératifs. Je vous propose de voir ça tout de suite en images. Ah oui, pardon, on a oublié de vous préciser. C'était pas l'heure du reportage selon cette commerçante. Mais alors on a persévéré et on avait posé la question à un autre producteur. Mais là aussi apparemment, c'était toujours pas l'heure du reportage. Même si on vient vous voir après et qu'il n'y a plus personne. Non, je m'en vais, je suis debout depuis 3 heures. Et non, toujours pas. Soit on vient les voir trop tôt et il y a des clients, ce que je peux comprendre, soit on vient trop tard et ils sont partis. Alors on a continué. Mais plus on interrogeait des producteurs, plus ils faisaient preuve d'imagination pour ne pas répondre aux questions. C'est pas moi. C'est pas vous. La patronne est chez la coiffeuse. Tu peux le répondre. Mais non, j'ai pas de temps, là, désolé. Oh
poules. Ça, elle me donne des œufs. Bon, vous l'aurez compris, ces producteurs, ils n'étaient pas si coopératifs que ça. Et comme l'ont montré les dernières images, ils étaient même très réticents à l'idée d'une interview sur le sujet du gaspillage alimentaire. Un sujet qui semblerait donc tabou, Tom. Exactement Thomas, mais on a voulu chercher un petit peu plus loin concernant leurs invendus. Et on allait rencontrer un agent de nettoyage urbain, une personne qui s'occupait de l'espace du marché. Et selon lui, Laura et Benjamin, malheureusement, ces invendus, ils se retrouvent dans nos poubelles. Contrairement à ce que dit cette dame, donc, les invendus, ils ne vont pas directement aux poules. Mais bon, on peut leur reconnaître quelque chose, Thomas, ces commerçants, c'était de bons comédiens. Oui, clairement, c'est vrai qu'ils ont été de très bons acteurs et qu'ils nous ont même donné plusieurs excuses. Alors on vous propose de choisir la meilleure. Je vous fais un petit rappel. Ici, c'est l'excuse des poules. Ici, c'est la coiffeuse et je n'ai pas le temps. Et ici, monsieur, j'ai une envie pressante. Alors, moi, j'ai bien aimé celui du milieu. Il a quand même réussi à nous sortir 2 excuses en moins de 10 secondes. Ah oui, c'est vrai que lui, il a fait très fort. Mais nous, avec Tom, on a vraiment préféré celui-là. Il nous a bien fait rire. En tout cas, pour vous dire, on l'a suivi jusqu'aux toilettes. On l'a attendu à la sortie et il n'en est jamais ressorti. À croire que le plus gros soulagement pour lui, c'était tout simplement de ne pas répondre à nos questions. Bon Thomas, on est quand même un petit peu mauvaise langue. Tous ces commerçants ne sont pas dignes d'une carrière à Hollywood et on en a vu beaucoup donner leurs invendus à la fin du marché. On en a vu par exemple mettre à disposition des fruits et des légumes dans des bacs et les laisser en libre service. Mais c'est vrai que de ce qu'on a vu, ils ont vraiment été très généreux au final. Merci à vous deux pour cette chronique. Benjamin, est-ce que tu sais ce que c'est, ça? Ça ressemble à une courge. Tout à fait, mais c'est une courge considérée comme moche. Même dans le choix de leurs légumes, les Français sont accros à la perfection. Et nous, dans la carte, nous avons décidé de rendre leur place aux légumes ignorés de tous, mais pourtant aussi bons, les légumes moches. Un sujet de Sabine Taverdé et Gwenole Escanf. Qui sont les légumes moches ? On estime que 40% des fruits et légumes ne respectant pas les normes esthétiques et de calibrage ne sont pas commercialisés en grande surface. Pourtant, leur qualité gustative n'est pas remise en cause. En 2014, certaines enseignes de la grande distribution ont attiré l'attention sur ce gaspillage avec l'opération fruits et légumes moches. Intermarché lance alors une campagne publicitaire et des dégustations en magasin sont organisées. Aujourd'hui, plusieurs grandes chaînes ont ouvert un rayon dédié avec des promotions de 30% en moyenne et en font également en conserve. Une initiative prise par l'entreprise française Sol et Fruits valorise ces produits qui ne sont pas vendus dans la grande distribution à cause de leur apparence inesthétique. Au 1er janvier 2015, 2350 magasins distribuent leurs produits labellisés Gueule cassée. Le label s'est vite étendu aux petits commerces, boucheries, fromageries et producteurs de céréales. Depuis, la défense de ces légumes moches se met en place. Associations alimentaires, distribution gratuite, restaurants spécialisés, mais aussi cuisine de grands chefs. Eux aussi méritent de finir dans nos assiettes. Ces légumes rejetés font partie des invendus. On vous parlait de la manière dont les commerçants gèrent leur surplus de marchandises, mais que font nos supermarchés de ces fruits et légumes oubliés? Quelle méthode utilisent-ils? Légumes moches, invendus, comment ça marche? Nous sommes ici à Auchan-Mériadec à Bordeaux et nous allons parler avec monsieur Hugues Larounet qui va nous parler un peu plus du sujet contre le gaspillage. Que faites-vous des légumes invendus? Alors, les légumes invendus, on a essentiellement 2 types de produits. On a les produits qui ont évolué parce qu'on avait du stock ou parce que c'est des produits fragiles. On a les produits qui ont été abîmés suite à de la manutention sur le rayon. Au maximum, on essaye de les donner à la banque alimentaire qui les récupère tous les jours. Autrement, dans le pire des cas, c'est des produits qui partent et qui sont récupérés par une société, Bionerval, qui va en faire du méthane ou qui va en faire du compost. Donc notre travail avec la banque alimentaire, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on travaille avec eux, et ça correspond à peu près à 85 tonnes par an, et ce qui est équivalent à 210 000 repas. Depuis combien de temps êtes-vous dans ce projet? Ça fait pas mal de temps qu'on travaille avec la banque alimentaire. On a vraiment développé ça de manière beaucoup plus concrète et beaucoup plus précise depuis une dizaine d'années à peu près. Et quelles sont vos attentes pour le futur? Essayer d'optimiser au maximum ce qui peut être récupéré. Ce qui part biométhane, ce sont des produits qui sont Bionerval, ce sont des produits qui ne sont pas forcément consommés. Donc essayer de travailler là-dessus, évidemment. En sachant que pour nous, ça reste quand même une perte, mais c'est une perte qui sera valorisée derrière. Pour plus d'informations, suivez le site auchan.fr et n'hésitez pas à suivre des associations contre le gaspillage. Mariana, c'est à toi. Merci Andrea pour ce reportage en plein cœur des supermarchés pour parler des invendus. On se retrouve maintenant en plein cœur de Bordeaux, rue Saint-Nicolas, pour parler de l'association Le Pain de l'Amitié. C'est parti. Je suis Jean Bullet, je suis le directeur de l'association Le Pain d'Amitié. Pain de l'Amitié, association qui a à peu près 35 ans,
d'ancienneté et dont le but est de venir en aide alimentaire aux plus démunis. Est-ce que c'est parti de Bordeaux? Est-ce qu'il y en a d'autres en France? Non, il n'y en a pas d'autres en France. Elle est partie d'ici, dans le bâtiment juste à côté, où elle a commencé dans la cave, où les premiers bénévoles donnaient des colis alimentaires aux plus démunis. Comment vous faites pour accueillir les aliments? Est-ce que vous êtes en collaboration avec des supermarchés? Est-ce que ce sont des grandes chaînes? Comment ça se passe? Alors, nous avons donc ici, au niveau du Pain de l'Amitié, deux entités. Une épicerie sociale, ou sociale parce que les prix pratiqués sont de 10% des prix du marché. Et on a aussi un restaurant social. On accueille ceux qui n'ont pas de quoi faire à manger, donc les gens qui sont en détresse alimentaire. Donc comment on fonctionne? Nous fonctionnons avec la Banque alimentaire de Bordeaux. La Banque alimentaire de Bordeaux qui, elle, collecte l'ensemble des denrées invendues ou à DLC, date limite de consommation très courte, auprès des grandes hypermarchés, supermarchés de la Cube et de la région. Pour la communication, comment ça se passe? Est-ce que vous avez une page sur les réseaux sociaux, une page web? Comment vous faites? Alors au niveau du Pain d'Amitié, on a une page sur Facebook, notre réseau social. Et aussi on a une page web qu'on est en train de réactualiser avec l'aide d'un lycée professionnel et d'une classe de communication. Merci de nous avoir suivis. À vous le plateau. Reportage de Marianne Atancho et Andrea Matranga. Andrea que vous retrouverez tout à l'heure en deuxième partie pour une chronique et croyez-moi, il ne faut pas la louper. Mais pour l'heure, continuons de parler gaspillage. Laura, tu es allée cette semaine à la rencontre de Rudy Balin, qui est le chef du restaurant Côté Rue. Tout à fait, et grâce à lui, nous avons pu découvrir les dessous d'une cuisine. Je vous propose de regarder. Bonjour Rudy, merci de nous accueillir dans votre restaurant. Vous êtes restaurateur, vous connaissez le prix des aliments. Est-ce que ça vous incite à moins gaspiller? Oui, forcément, oui. On est quand même beaucoup plus sensible et attentif au gaspillage quand on utilise certains produits, même si le prix ne devrait pas rentrer en compte sur le fait de gaspiller ou pas. Mais c'est vrai que plus on va rentrer sur des matières premières onéreuses, on sera de plus en plus attentif au portionnage et au gaspillage, oui, tout à fait. Oui. Quel est le rapport à peu près de ce que vous jetez par rapport à ce que vous achetez? Nous sommes complets tous les jours, donc c'est vrai qu'on va utiliser que ce qu'on a besoin quotidiennement pour faire nos 24 couverts au dîner. Donc c'est vrai que sur une partie de la journée, on va être sur à peine, on peut même compter en grammes, mais ce qu'on peut jeter d'aide alimentaire et de consommables. Mais c'est qu'en soi, on va gaspiller maximum des denrées comme les légumes, comme du pain, comme du beurre ou du lait. Et est-ce qu'à la fin de votre service, même si vous faites une commande quotidienne, si vous voyez qu'il reste de la nourriture, vous le donnez à des associations ou... C'est vrai qu'on nous a démarché, plusieurs fois. Mais c'est vrai que ça reste quand même une logistique qui est assez complexe. Les assos commencent à être bien organisés. On n'a pas de local poubelle réfrigéré, on a de quoi garder nos déchets au frais, mais pour une question d'hygiène. C'est vrai que ça reste assez compliqué. Il faudrait qu'ils viennent vraiment tous les soirs après notre service pour pouvoir faire la collecte des déchets, pour pouvoir tout ça. Donc c'est vrai qu'on n'a pas mis ça en place pour l'instant. On va beaucoup plus jeter dans un gastro, du fait qu'on va vouloir m'étirer un maximum, un taillage bien précis, mais un poisson bien précis, et on va prendre qu'une certaine partie dans un légume, dans une viande ou dans un poisson. Donc c'est vrai que le gaspillage est différent selon les établissements. Dernière question, est-ce que vous avez un message à faire passer aux autres restaurateurs, aux autres clients pour qu'ils gaspillent moins? J'ai pas de grandes leçons à donner aux gens, mais c'est vrai que oui, il faut faire très attention quand même, parce qu'on est quand même de plus en plus touché par tout ce qui se passe sur la planète. On a quand même de moins en moins de poissons, on a quand même de moins en moins de viande. Il faut sensibiliser énormément de restaurateurs qui sont dans cette consommation de surconsommation, et pas que les restaurateurs, mais la société de consommation a arrêté de surconsommer juste pour le plaisir. Nous avons maintenant le plaisir de passer la main à Alexia Simon et Anthony Conan. Dans cette deuxième partie, vous en apprendrez plus sur les lois sanitaires, parfois à l'origine de ce gaspillage de masse. Alors restez bien devant vos écrans. On vous laisse avec un portrait préparé par Rémi Chabot et Léa Campistron. Vous verrez Hugo Darmaillac, un étudiant qui fait son marché au Capucin. Ça nous a fait très plaisir à Benjamin et à moi-même de vous présenter cette première partie. Alors, à bientôt. À bientôt. Dans ce marché, il y a quand même des produits de qualité, ce qui est les jambons ibériques ou par exemple, je vais souvent aux fromagers qui ont vraiment
des fromages qui sont bons tout simplement. Principalement, j'achète plutôt des viandes, donc du jambon. Il y a un espagnol qui est vraiment très très bon ici, je trouve. Tout ce qui est fromage et après, oui, des fruits et des légumes et éventuellement des plats préparés italiens. C'est pas comme au supermarché où tu y vas et tu sais exactement ce que tu veux, il y a 36 milliards de trucs, donc tu te concentres que sur ce que tu veux. Au marché, tu vois un peu tout et tu prends ce qui te plaît. Et des carottes, n'importe quoi, des légumes qui ont l'air bien, bah, tu les prends. Puis ils sont meilleurs quand même, il n'y a pas la photo. Vu comment la plupart des produits sont faits aujourd'hui, on gaspille forcément. À mon échelle, j'essaye de ne pas prendre des choses que je ne vais pas manger tout simplement. Si tout le monde fait un petit peu, bah a priori ça ira mieux. De retour sur notre plateau de Bordeaux TV pour la seconde partie de notre émission à la carte consacrée au gaspillage alimentaire sur notre région bordelaise. Bonjour Alexia. Bonjour Anthony. Date de péremption, collecte et conservation, voici les sujets que nous allons traiter dans quelques instants. En effet, voici ce qu'il y a au menu de cette partie. Nous vous proposerons un reportage dans lequel nous connaîtrons tous les secrets des dates de péremption. En plat de résistance, il y aura l'interview de Jeff Runel-Béliard, président de la Banque alimentaire de Bordeaux et de Gironde. Nous enchaînerons avec un Draw My Life, ou plutôt un Draw My Frigo, suivi d'une chronique présentée par Andrea Matranga et Pierre Barbet. Ils nous parleront également de réfrigérateurs et de conservation d'aliments. Nous terminerons par le portrait de Pauline Lamache, maraîchère bordelaise, qui va nous présenter son métier. Mais très bien Alexia, un bon programme en perspective. Quant à vous, chers internautes, je ne pense pas me tromper de beaucoup en disant qu'à un moment, vous avez d'autres préoccupations que parler du gaspillage alimentaire. Je suis sûr que vous vous êtes déjà retrouvé face à des aliments avariés, que ce soit au supermarché ou dans un frigo, et que ça vous a interpellé. De la même manière qu'il n'est jamais agréable de lire une date de péremption passée sur de la viande. Cette viande qui attend pourtant depuis plusieurs jours d'être consommée. Je ne vous juge pas, on a tous un aliment périmé chez soi. Je dois vous avouer que j'ai peut-être oublié quelques légumes dans mon frigo. Pour vous, c'est peut-être ce yaourt. Oui, ce fameux yaourt qui est tout le temps caché derrière une motte de beurre ou une bouteille de vin entamée. Eh oui, on l'a tous ce yaourt. Il est périmé depuis 24 heures et on hésite. On pense à appeler un ami. On se dit que ça risque d'être le dernier yaourt de notre vie. Mais une fois la date est passée, Alexia, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Tout d'abord, il faut savoir différencier deux acronymes, la DLC, date limite de consommation, et la DDM, date de durabilité minimale. Bah alors la date sur ma boîte d'œufs, à quoi elle correspond ? Ça, c'est une DLC, elle correspond à une limite impérative. La DLC s'applique à des aliments très périssables comme la charcuterie, le poisson ou encore le lait. Et la DDM, c'est quoi alors ? La date de durabilité minimale n'est pas obligatoirement à respecter. Quand un aliment dépasse la DDM, il va juste perdre certaines de ses qualités gustatives. Mais tu ne risques pas grand-chose. Et quels aliments sont soumis à une DDM ? Il y a par exemple le café, les gâteaux secs ou encore les aliments en conserve. Mais si vous voulez en savoir un peu plus sur les dates de péremption, il y a un petit reportage qui sera fait pour vous juste après. Bon, et là, concrètement, mon yaourt, je le mange ou pas ? Alors, le yaourt, c'est un peu particulier, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Les fabricants fixent la DLC à 30 jours après la fabrication. Cependant, des analyses ont révélé qu'une fois sa date dépassée, le yaourt pouvait être encore consommable jusqu'à 33 semaines après. Donc, tu ne risques pas grand-chose à ton yaourt qui est périmé depuis 24 heures. Bah justement, c'est drôle, puisque le fait que l'on puisse consommer certains aliments après leur date de péremption va être largement évoqué dans le Draw My Life à suivre. Et je pense qu'on va tous être étonnés. Oui, en effet, en plus ça va nous permettre de moins gaspiller. C'est important d'essayer d'adopter un mode de consommation plus responsable. Par exemple, maintenant tout le monde saura qu'au supermarché, il n'est pas nécessaire de s'emparer du pack de yaourt dont la date de péremption va jusqu'en 2024. Oui, ce type de comportement augmente les invendus et participe au gaspillage. Bon, après, tu peux toujours écouter la chronique d'Andrea et de Pierre. Il paraît que tout commence dans le frigo. Et oui, mieux on le range, mieux on consomme et donc moins on gaspille. On verra ça tout à l'heure, mais en attendant, approfondissons le sujet avec un reportage. En effet, il y a quelques instants, on vous parlait des dates de péremption. C'est justement sur ce sujet frais que sont partis enquêter Juliette Abina et Alfred Rey. Ils vont aller plus loin avec un appui à micro-trottoir et l'interview d'un producteur qui fixe ces mystérieuses dates présentes sur nos aliments. Regardez. Nous sommes fabricants de foie gras. Les dates de péremption sont fixées suite à l'analyse de nos produits. Vous avez les magrets frais qui sont conditionnés sous vide. Nous allons garder le produit en chambre froide
sur la durée que nous estimons la plus logique pour que le produit ne présente pas de risque sanitaire. Donc nous avons attribué 15 jours de DLC. C'est l'analyse bactériaux qui déterminera si votre produit au bout de 15 jours, au bout de 3 semaines est exempt de bactéries et consommable. Le problème, c'est vrai que tous les fabricants dans l'agroalimentaire baissent leur durée, si vous voulez, de DLC pour pas prendre de risques pour la consommation du produit, pour la consommation humaine. Après, à consommer de préférence, c'est souvent sur des produits apertisés, c'est-à-dire la conserve, où là, si vous voulez, vous avez une date limite de 4 ans. À savoir qu'une conserve, que ce soit un bocal ou une boîte métallique, si le contenant n'a pas subi d'altération par rapport à l'endroit où il a été stocké, une conserve peut se manger au bout de 5 ans, 10 ans, il n'y a pas de souci. Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, plutôt que de parler de date limite de consommation, il serait peut-être bien que les industriels vendent des yaourts, vendent des emballages avec moins de produits à l'intérieur, si vous voulez, qui est des plus petites quantités, et à mon avis, ça serait plus judicieux. Pour éviter le gaspillage alimentaire, il faut distinguer deux choses. La date limite de consommation où il est écrit à consommer jusqu'au pour les viandes, poissons et produits laitiers, ou au-delà de la date limite, le produit ne peut plus être consommé sous peine d'intoxication alimentaire. Il y a aussi la date de durabilité minimale où il est écrit à consommer de préférence avant le pour les sodas, la farine, les gâteaux, ou au-delà de cette date, ces produits sont encore consommables, mais selon le ministère de l'Agriculture, la saveur et l'odeur peuvent être altérées. Sur les 20 kg de nourriture gaspillée chaque année par habitant, les Français jettent en moyenne 7 kg de nourriture emballée sur la totalité de leurs déchets alimentaires. La première des choses que je fais, c'est que je regarde les dates. Oui, je fais très attention aux dates. Ouais, j'y fais vachement attention. Oui, de temps en temps, mais pas tout le temps. Quand je suis pressée, j'ai pas le temps, donc je ne regarde pas, malheureusement. Ça dépend ce que je consomme sur les produits laitiers, genre les yaourts, bon, je peux dépasser de 1 ou 2 jours, 3 jours. Mais après, si c'est du poisson ou de la viande sous vide ou comme ça, non, là, j'essaie de le manger avant ou je le jette. Non, pas obligatoirement, si ça dépasse de quelques jours. Mais en général, comme je fais très attention, ça dépasse pas. Ça m'arrive de dépasser 2-3 jours, pas plus. Non, je suis pas trop gaffe à ça, non. Non, pour moi c'est pareil. Pour moi c'est pareil. C'est une date fixe qu'on dépasse pas. Il est temps d'accueillir sur notre plateau Jeff Runel-Béliard. Il mène son action dans l'ombre, mais pourtant il participe activement à la vie bordelaise puisqu'il est le président de la Banque alimentaire de Bordeaux et de Gironde. Accompagné de très nombreux bénévoles, il contribue à aider ceux qui sont dans le besoin tout en luttant contre le gaspillage. Jeff Runel-Béliard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir. On va donner quelques chiffres en vrac de la Banque alimentaire de Bordeaux en 2016. 4 993 tonnes de denrées alimentaires, près de 17 600 bénéficiaires par semaine, plus de 200 bénévoles et 122 partenaires fournisseurs réguliers. C'est impressionnant. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre action et celle de la Banque alimentaire ? Oui, en fait, on est le grossiste de 134 associations girondines. Là-dessus, il y a 42 CCAS, des centres communaux d'action sociale ou des municipalités. Et il y a 4 CIAS, des centres intercommunaux d'action sociale. Ça fait plus de 100 communes de la Gironde. Ça, c'est un gros tiers de nos bénéficiaires. Le deuxième tiers, c'est des associations laïques, Croix-Rouge en tête, Médecins du Monde, Emmaüs, etc. Dernier tiers, c'est des associations confessionnelles, toutes religions confondues. Et on les accepte à condition qu'ils ne fassent pas de prosélytisme. Parce que le principe de la banque alimentaire, c'est d'être apolitique et inconfessionnel. Voilà. On sait que certains partenaires, comme les supermarchés, contribuent à lutter contre le gaspillage en vous donnant des aliments périssables. Expliquez-nous comment vous gérez ces produits, car je suppose que lorsqu'on parle d'aliments périssables, il faut aller vite. Absolument. On ramasse tous les jours dans la grande distribution avec l'aide de bénévoles. 6 camions frigo 3 tonnes 5 qui sont conduits avec un permis B, permis de voiture. C'est des équipes de 2 à 3 personnes qui tournent dans 40 magasins de la grande distribution. Ça commence le matin à 6 h pour le Mine, le marché de Brienne, où là il y a des grossistes en légumes du mardi au vendredi, qu'on récupère à partir de 6 h du matin. Les invendus, bien sûr. Et ensuite, c'est la grande distribution. Tout ça, c'est ramené à la banque alimentaire
c'est repalettiser, trier et repalettiser, parce que c'est dans un état qui ne pourrait pas se conserver. Voilà, ils ont empilé, voilà, souvent. Pas toujours, mais très souvent. Et donc, c'est trier, repalettiser, puis redistribuer en principe le lendemain. Quelquefois, en fonction des approvisionnements, on est obligé de le donner le jour même. Qu'est-ce qu'ils ramènent? Ils ramènent des fruits, des légumes, de la viande et des produits laitiers. Yaourt, beurre, etc. Le beurre, aujourd'hui, il n'y en a pas trop. Voilà. Ça fait 8 à 10 tonnes par jour. Hein, d'accord. On va vous parler de l'aspect sanitaire. Y a-t-il des produits qu'on vous donne et que vous devez malheureusement refuser justement pour ces raisons sanitaires? Oui, la loi Garot prévoit qu'on doit recevoir des produits à J-2, mais hélas, beaucoup de grands distributeurs nous donnent des produits à J ou voire J-1. Donc, un produit qui arrive à J-2 le vendredi, s'il n'est pas redistribué le vendredi, il est mort le lundi. Et donc on a parlé tout à l'heure de yaourt, voilà, qu'on pouvait manger, mais ça, un particulier fait ce qu'il veut. Mais nous avons les mêmes contraintes phytosanitaires qu'un grand distributeur ou qu'un industriel. On n'a pas le droit de redistribuer des yaourts à date dépassée. On peut chipoter sur tel ou tel légume qui est plus ou moins frais, pareil, plus ou moins frais, mais sur ça c'est des DDM, comme on dit maintenant. Mais sur les DLC, les dates limites de consommation, on a un impératif à respecter. Okay. Donc maintenant, on va sortir un peu du cadre de la banque alimentaire. On va vous demander ce que vous pensez de la politique actuelle au sujet du gaspillage. Pensez-vous qu'assez d'actions sont mises en place, notamment à Bordeaux? Alors à Bordeaux, il y a eu énormément d'efforts de fait depuis quelques années. D'abord sur il y a une opération qui se met en place, c'est une conserverie solidaire qui va attaquer bientôt, Elixir. Nous sommes partie prenante d'Elixir depuis le début, parce que ça va permettre de trier et de gaspiller moins, de jeter moins pour faire du compost des produits qui seraient transformables dans la journée. Donc on nourrit des espoirs là-dessus. Nous-mêmes, à la Banque alimentaire, on a depuis 5 ans mis en place des ateliers confiture de façon à pouvoir transformer en confiture des fruits du jour et qui sont limites, mais qui sont encore transformables en confiture, mais qui seraient pas forcément, qu'on pourrait pas forcément donner parce qu'ils sont trop avancés en maturation. Voilà. Et après ça, sur les légumes, je fais confiance à Elixir pour faire des soupes ou des trucs comme ça, mais nous, c'est pas notre métier. Les ateliers confiture, ça suffit largement. Et pour terminer, on va vous poser une question un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'occuper cette fonction de président de la Banque alimentaire de Bordeaux? J'avais jamais envisagé d'être président de la Banque de Bordeaux. Je suis arrivé à la Banque de Bordeaux pour m'occuper en 2011, pour m'occuper de la communication de la collecte, qui aura lieu fin novembre, 24 et 25 novembre prochain, au passage. Et puis, finalement, j'y suis resté parce que l'ambiance est sympa et que, voilà, puis de petit à petit, un beau jour, le président de l'époque, mon prédécesseur, était atteint d'une maladie, donc il a dû arrêter en décembre 2014 et il devait arrêter en avril 2015. Et la personne n'a voulu y aller, et donc on m'a un peu propulsé président de l'engin, et j'y suis resté aux élections d'avril suivant. Voilà. D'accord. Donc j'y suis pour 3 ans, et on verra après 2018 comment ça se passe, mais ça sera quelqu'un d'autre qui prendra ma place. Donc on peut vous retrouver sur Facebook sur la page Banque Alimentaire de Bordeaux. Alors, la page alimentaire de Bordeaux, c'est www.banquealimentaire.org, banquealimentaire33.org. D'accord. Voilà. Merci pour le renseignement. Et du coup, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, il est encore temps de participer à la collecte nationale. Absolument. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir un peu plus éclairé sur le sujet du gaspillage alimentaire. On rappelle que la Banque alimentaire a toujours besoin de nombreux bénévoles pour lutter à vos côtés. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Mais restez un peu avec nous parce qu'il est maintenant l'heure du Draw My Life, ou plutôt du Draw My Frigo. Et Alexia, qu'est-ce que c'est exactement un Draw My Frigo? Alors, au lieu de dessiner la vie de quelqu'un, Nasrine Barito Mohamed et Martin Corson nous ont dessiné la vie d'un frigo. Ils nous proposeront un comparatif entre ce qu'on peut lire sur les aliments et les limites de consommation réelles. Une problématique qui trouve ses réponses en images. Regardez.
Nous allons maintenant accueillir sur notre plateau Andrea Matranga et Pierre Barbet. Bonjour à vous deux. Ils vont vous expliquer comment ranger vos aliments dans votre frigo pour bien les conserver et surtout éviter le gaspillage. Alors, quels conseils allez-vous nous donner aujourd'hui? Bonjour à tous, bonjour Pierre. Bonjour Andrea. Après ce petit Draw My Frigo, nous allons vous donner quelques conseils d'hygiène pour la maison. À la sortie du supermarché, le conseil est le suivant. Rentrez chez vous le plus vite possible, 30 minutes maximum pour vos produits surgelés, pas trop vite pour ne pas avoir d'accident, s'il vous plaît. Pierre, avez-vous des tips pour le frigo propre? Pour nettoyer son frigo, rien de plus simple. Un peu d'eau chaude et du liquide vaisselle. L'essentiel, c'est surtout de le faire 2 fois par mois. Et pour la conservation, comment ça se passe? Alors pour la conservation, c'est très simple. Le frigo doit se situer à 4 degrés Celsius, tandis que le congélateur, lui, doit avoisiner les moins 18 degrés. De plus, ne jamais ranger les aliments crus et cuits ensemble pour ne pas faciliter le développement de staphylocoques ou d'autres petits germes qui peuvent se multiplier très bien dans ce genre d'environnement. Ce serait quand même dommage d'être malade pour une soirée en tête-à-tête, n'est-ce pas? C'est vrai. Un aliment ne doit pas être sorti du frigo pour rien, donc s'il vous plaît, vous le sortez ou vous ne le sortez pas, il faut faire des choix dans la vie, n'est-ce pas? Oui, de même, la vie d'un produit diminue grandement une fois ouvert, un jour, voire 2 maximum après son ouverture. Bon, pour les étudiants, vous avez une petite semaine devant vous. Pour les plus fainéants, la vaisselle. Toute préparation et dégustation doit se faire sur une vaisselle propre. Et toi Alexia, tu fais ta vaisselle? Ah oui, tous les jours. Bien. Et comment ça se range un frigo? C'est très simple. La viande dans la zone la plus froide, viennent ensuite les produits laitiers, les plats préparés et dans le bac à légumes, de la bière avec modération. On fait le vide avant de faire le plein. Exactement. Il reste toujours un petit morceau de viande ou quelques légumes dans le fond du frigo. Pourquoi pas faire un petit plat avec, histoire de vider son frigo et donc garder son inventaire au complet. Après avoir planifié le petit menu de la semaine, il faut toujours examiner ce qu'on a à la maison, bien sûr. Vous pouvez trouver des recettes de fond de frigo sur les sites web culinaires. Bon, pour nous, c'est tout. Merci de nous avoir suivis. Une bonne fin de journée. Au revoir Pierre et attention à la bière. Au revoir Andrea, moi j'ai de la vaisselle à faire. Merci à vous deux et c'est important de rappeler que l'alcool c'est avec modération, comme Pierre l'a dit. Nous allons terminer le menu de cette partie par le portrait de Pauline Lamache, maraîchère à Bordeaux. Elle évoque diverses problématiques qui entourent son métier, les invendus, le traitement sur les produits et les glaneurs. Brice Merdenalum est parti à la rencontre de cette femme qui prône le local. Regardez. Je m'appelle Pauline, je suis employée sur les marchés de Pessac chez un maraîcher. En fin de marché, s'il y a des clients qui nous demandent si on a des pertes ou des invendus, des choses comme ça, soit on leur fait des prix, soit on leur donne. Et en sachant qu'on a souvent des déchets, genre des feuilles de salade ou des petites choses comme ça, on évite de les mettre à la poubelle directement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent les récupérer, ou alors ça va aux animaux et tout. Enfin, on essaye de faire le moins de gâchis possible. Il y en a qui, pour éviter de payer, qui nous demandent si on veut, par exemple, s'ils peuvent nous aider à remballer ou des choses comme ça. Et souvent c'est comme ça qu'on fait, comme ça nous ça nous fait un peu de main d'œuvre parce que c'est des grands stands et que ça nous permet de gagner un petit peu de temps. Et en échange on leur donne de la nourriture justement, même si c'est du propre, pas forcément des choses invendues ou qui sont un peu sales. Les Restos du Cœur, ça arrive en effet. Ça fait un petit temps qu'on les a pas vus, mais généralement quand ils passent, on leur fait des cagettes exprès, que ça soit des fruits propres ou quelque chose d'un peu moins bon. Après c'est à eux de trier, mais généralement on donne sans problème quand c'est des associations comme ça qui demandent en fait. Certains arbres, on traite les arbres quand les fruits ne sont pas dessus, et on essaye de plus en plus, pas pour avoir le label bio, mais ne serait-ce que pour la propreté des produits ou éviter les pesticides et tout, de passer à 0 traitement. Mais en sachant que nos fruits, une fois qu'ils sont récoltés, ne sont pas traités, les arbres ne sont traités que quand les fruits ne sont pas dessus. On essaye de faire le plus propre possible parce que faut que ça reste une qualité pour vendre sur les marchés tout simplement, ou des choses comme ça. Nous, on préfère faire ça comme ça. Alors, il y a certains produits qu'on fait nous-mêmes, que ma patronne fait elle-même. Il me semble tout ce qui est la partie légumes et tout ce qui est fruits, c'est des producteurs, mais tout vient de la Dordogne. Donc ça reste des produits qui ne font pas des heures et des heures de camion. On essaye de faire un peu local en fait. D'accord. Voilà. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette seconde partie, mais ne partez pas, un nouveau menu va vous être proposé dans quelques instants. En effet, à la carte va se pencher sur les solutions pour remédier au gaspillage alimentaire.
Des supermarchés à l'entraide en passant par les applications et les initiatives qui combattent le gaspillage, nous verrons tout dans la troisième partie. Une troisième partie qui vous sera servie par Louis Riberdière et Robin Paris. Mais en attendant, une courte page de pub. Allez, on se bouge. Bonjour à tous. Bienvenue dans la troisième partie. Nous sommes le dessert de l'émission à la carte. Nous sommes la crème de la crème, Louis. Nous sommes les meilleurs pour la fin. Le duo sur le gâteau. Ok, dans les parties précédentes, nous avons cerné la complexité liée à cette production de déchets et fait un état général du phénomène du gaspillage. Et maintenant, il est temps dans cette troisième partie de vous apporter des solutions pour lutter contre ce phénomène. Sommaire. On aura un premier sujet sur le déchet, savoir de quoi il s'agit exactement et que se cache-t-il derrière ce mot. Réponse à ces questions dans quelques instants. À la suite, nous allons vous concocter un petit sujet qui vous montrera ce que l'on peut faire du nouveau avec du vieux, comme quoi tout est possible. Et après, il sera temps de vous parler des nouvelles applications anti-gaspillage et des startups qui sont les solutions de demain. Cela nous concerne tous, vous madame, vous monsieur, et même toi petit qui regarde l'émission, oui, même toi. Ensuite, réduire le gaspillage alimentaire, la bataille que mènent plusieurs associations caritatives comme le Secours catholique, le Secours populaire, mais encore les banques alimentaires pour lutter contre le gâchis. C'est ce que nous allons vous montrer dans le reportage à venir. Et un peu plus tard dans cette troisième partie, nous recevrons Dorothée Despangati, directrice du Centre ressources d'écologie pédagogique d'Aquitaine sur notre plateau pour répondre à nos questions. Ensuite, le portrait d'une bénévole des Restos du Cœur qui nous présentera son rôle dans l'association et quelles solutions elle a apportées. Et enfin, la cerise sur le gâteau, un sujet sur un mouvement arrivé en France il y a quelques années mais peu connu du grand public. Mode d'emploi zéro déchet, on verra ça tout à l'heure. Un beau programme, très gourmand, Louis. Je pense, Robin, en effet, qu'on va se régaler. Allez, tout de suite. Sans plus attendre, on vous présente le sujet explicatif sur ce qu'est un déchet. C'est parti. Merci à Léa Campistron et Bastien Marcoux pour ce sujet. Grâce à eux, on dormira moins bête. Et à ce propos, est-ce que vous saviez que la réduction des déchets est un véritable casse-tête et problème pour les restaurateurs aujourd'hui? Justement, dans l'infographie qui va suivre, je vous explique. Tout est simplifié. Je propose qu'on t'écoute. Depuis le décret de 2012, il est obligatoire de réduire ces déchets alimentaires. Les restaurants commencent à utiliser des épluchures avec de grands noms de la gastronomie, comme Gordon Ramsay ou encore Alain Ducasse. Un restaurant éphémère a même ouvert ses portes à Londres du 24 février au 2 avril dernier. Une vingtaine de chefs étoilés ont participé à l'aventure. Ils ont permis la démocratisation de ce genre de cuisine qui est économique, écologique et surtout nutritionnelle. Des livres sont aussi parus sur le sujet. Les épluchures, 10 façons de les accommoder, de Sonia Esgulian, ou encore Épluchures, bavardage et recettes d'André Moreau.
dans lequel on peut retrouver de nombreuses recettes comme de la soupe aux fans de radis, des chips de poire ou de pommes, mais encore de la confiture d'écorce de melon. Alors maintenant, plus aucune excuse et à vos fourneaux. Bah écoute, merci Robin. Écoute, j'essaierai la prochaine fois de faire des chips de poire, je ne savais même pas que ça existait. Après, je vais pas te mentir que la confiture d'écorce de melon, tu vois, je suis pas chaud quoi. Pourtant, je t'assure, c'est très bon. Bah écoute, je te fais confiance, mais j'ai quand même un petit hic. Hein. Bon, c'est le moment tant attendu d'accueillir notre chroniqueuse Mélodie Castan sur le plateau. Bonjour Mélodie. Bonjour Mélodie. Alors tu vas nous parler des solutions anti-gaspillage. Savez-vous qu'Internet se met au service de la lutte anti-gaspillage ? Ah oui ? Et oui, plusieurs applications mobiles apparaissent. La première d'entre elles, Optimiam, est créée en 2014 par Michael Labru, Alexandre Bellage et Raodat Aminou. En juillet 2016 succède Too Good To Go sous l'initiative de Lucie Bache. Nous sommes partis à la rencontre de la responsable sud-ouest de cette application, Élise Garcia. Elle nous explique plus en détail les enjeux de cette innovation. On regarde. Bonjour à tous, je suis avec Élise Garcia, la responsable sud-ouest de l'application Too Good To Go. Bonjour Élise. Bonjour. Alors, dis-moi un petit peu d'où est née l'idée de cette application. En fait, on est parti d'un constat assez effrayant, puisque aujourd'hui, 20 tonnes de nourriture sont jetées par minute en France. Donc on a voulu utiliser à bon escient la technologie pour permettre de lutter contre le gaspillage alimentaire. D'accord. Du coup, quel est l'objectif de cette application L'objectif, en fait, c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire et de mettre en relation des commerces de bouche qui peuvent avoir des invendus avec des utilisateurs qui sont ravis de pouvoir acheter ces invendus à petit prix et qui viennent les récupérer directement dans les magasins. Alors, qu'est-ce que tu entends par commerce de bouche? Est-ce que tu entends restaurant? Est-ce que tu entends magasin au sens plus large? Alors en fait, ça va de l'artisan, l'artisan boulanger, charcutier, primeur, les poissonneries, en passant aussi par les commerces de bouche plus importants de proximité, les monoprix, voilà. Et du coup, comment ça marche sur l'application concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire? On installe l'appli Alors voilà, il faut installer, on télécharge l'application, on est disponible sur l'App Store et sur Play Store. On la télécharge, on regarde autour de nous les commerces disponibles et on achète en ligne sa portion invendue à petit prix. Ce sont des prix compris souvent entre 2 et 4 euros. Et on va récupérer aux heures de collecte qui sont indiquées. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup, Élise. Franck Vallée, un ancien ingénieur en système urbain, imagine au sein de la start-up Explicit un concept pour recycler le pain dur. Son projet de crumbler voit le jour à Bordeaux en mars 2017. Franck intervient auprès des boulangers et des pâtissiers pour les sensibiliser face au gaspillage alimentaire. Avec son crumbler, les professionnels du secteur peuvent broyer leur reste de pain pour en faire de la farine, comme vous pouvez le constater. Bonjour à tous, je me trouve dans la boulangerie Perrin, située rue Fondodège à Bordeaux. Ce matin, j'ai rendez-vous avec Franck Vallée, le créateur d'une machine révolutionnaire dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est parti. On est en train de mettre en place un projet qui va permettre de revaloriser les invendus de pain de la boulangerie. On va utiliser les baguettes invendues pour en faire une nouvelle farine. Alors, uniquement les baguettes? Alors on va pouvoir revaloriser tout type de pain et même les viennoiseries. Et ce sont les recettes évadées, du coup avec l'idée que le pain s'est évadé de sa panière quand il était invendu pour avoir une deuxième vie. D'accord Franck, je vous laisse faire une démonstration. Nous venons de transformer une baguette en une poudre. Ce qu'on va faire, c'est broyer une baguette extrêmement sèche et dure pour obtenir une farine beaucoup plus fine. D'accord, et qu'est-ce que vous faites après de cette farine? C'est une nouvelle ressource qu'on pourrait utiliser dans des recettes de pâtes sablées. Je vous laisse faire la démonstration avec le pain dur. Le pain mou, on obtient de la mie broyée et avec le pain dur. Voilà. Donc là, on est sur un projet qui est à la fois écologique parce qu'on va revaloriser du pain et également économique parce que on va fabriquer des produits à forte valeur ajoutée avec une matière première de qualité. D'accord, merci beaucoup. Ça a le mérite d'être clair. Merci beaucoup Mélodie. J'espère que vous aussi chez vous, vous avez pris note des applications. On rappelle le nom peut-être de l'application? Oui, donc l'application c'est Too Good To Go. Elle est disponible sur l'Apple Store et sur Android. Et bien sûr, elle est gratuite. Elle est gratuite, elle est vraiment utile, peut dépanner dans certaines situations. En fait, c'est une appli parfaite. Tout à fait. Maintenant, nous allons retrouver un duo féminin de choc composé de Daphné Caravaca et de Clémence Calderon. Elles nous ont préparé un sujet sur les moyens et les démarches mis en place par les associations et les supermarchés pour lutter contre le gaspillage. On regarde. Alors
On travaille beaucoup avec la Banque alimentaire de Gironde. C'est un partenariat qui date, qui est historique chez Auchan. Ça représente 85 tonnes de dons de marchandises. Ça fait plus de 210 000 repas l'année. On travaille avec beaucoup d'associations caritatives, les Restos du Cœur, le Secours Populaire. D'une manière générale, en ce qui concerne les produits qui arrivent en fin de vie, c'est plutôt la Banque alimentaire qui est chargée ensuite de faire le dispatching pour les autres associations. Ensuite, je pense aux déchets organiques, par exemple les fruits et légumes qu'on ne peut pas consommer. On les valorise, on les transforme en énergie. Donc on travaille avec un partenaire qui s'appelle Bionerval qui transforme ces produits-là en biogaz. Donc il y a une zone effectivement avec des bacs où c'est trié par catégorie de produits, par date, etc. Donc pour simplifier le travail des uns et des autres. La Banque alimentaire vient plusieurs fois par semaine, donc avec leurs véhicules réfrigérés, etc. pour qu'il n'y ait pas de problème. Tout se passe très bien dans la convivialité, la bonne humeur et du mieux possible. La lutte contre le gaspillage pour une grande surface, pour un magasin comme nous, c'est 3 actions. La première action, j'ai envie de dire, c'est de bien faire notre métier. C'est de passer les bonnes commandes et d'avoir les bons plannings de fabrication. Si demain, je produis 50 forêts noires en gâteau et que je n'en vends que 20, ça va se traduire par de la casse et du gaspillage. La deuxième, c'est de pouvoir sensibiliser le grand public par des campagnes d'information sur des choses comme les DLC, les dates limites de consommation, et les DLUO, les dates limites d'utilisation optimum. Une DLC, ça s'adresse plutôt à de la boucherie, à de la poissonnerie, à de la charcuterie. Il ne faut pas consommer le produit quand il arrive en fin de vie. En revanche, une date limite d'utilisation optimum qui concerne plutôt des produits manufacturés, comme des biscuits, comme des conserves. Si vous arrivez à l'issue de la date, il n'y a pas de souci pour votre santé, vous pouvez consommer le produit sans aucun problème, il va peut-être perdre. Et encore, de ses qualités organoleptiques, mais il n'y a pas de souci pour le consommer. Et puis la troisième action, c'est effectivement les associations caritatives pour pouvoir valoriser, donner une seconde vie finalement aux produits qui arrivent en date limite. S'il y a une pomme qui est pourrie ou qui est abîmée, on est obligé de retirer la totalité du paquet. On ne peut pas, vous voyez... Donc ça, c'est ce que vous récupérez au bout de quoi? Au bout d'une semaine? Tous les jours. Ah non, tous les jours. D'accord. Tous les jours, on fait du tri, même en cours de journée. D'accord. Plus enclin à avoir du gaspillage, plus de gaspillage que les autres. Pourquoi? Parce que c'est un magasin où il y a beaucoup de clients. Vous avez vu tous les retours qu'on avait en réserve, donc forcément, ça génère de la casse aussi. Merci beaucoup pour ce reportage. J'espère qu'on aura fait des émules pour aider ces associations. Écoute, moi personnellement, Romain, j'ai pris conscience du gâchis et promis la prochaine fois, je ferai plus attention. Sage décision, Lou. Tu devrais faire de même. Maintenant, c'est l'heure de l'invité Plateau. La directrice du Crépac nous fait le plaisir de venir répondre à nos questions. Bonjour, madame Desfagati. Bonjour. Donc, on l'a dit précédemment, vous faites partie du Crépac, mais est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous expliquer en quoi consiste l'association? Bien sûr. Le Crépac est une association de la loi 1901. Ça veut dire Centre Ressources d'écologie pédagogique Nouvelle-Aquitaine. On est une association de 6 salariés basée à Bordeaux, à côté du marché des Capucins. Et on œuvre pour la transition écologique. Donc nos missions on touche des activités en lien avec les déchets, dont le gaspillage alimentaire est un gros volet. On intervient aussi sur des sujets comme l'écomobilité scolaire, les économies d'eau, le développement durable, de façon assez globale. Donc on sait qu'au Crépac, vous proposez du coup différentes missions que vous avez évoquées, telles que la sensibilisation à l'environnement pour les jeunes et encore la médiation scientifique. Mais que propose concrètement le Crépac sur le thème du gaspillage alimentaire? Alors, on a 2 types d'interventions. Nous avons accompagné depuis 2011 une quarantaine d'établissements à mettre en œuvre des démarches pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc, ça signifie en fait qu'on se rend dans l'établissement, qui est essentiellement de la maternelle au lycée, c'est surtout l'établissement scolaire qu'on a accompagné. On se rend dans l'établissement, nous faisons des diagnostics, donc au niveau de la gestion des stocks, des approvisionnements, des cuisines, des équipements, du service. Ensuite, nous allons réaliser des pesées. On va peser les restes de plateau, les restes de denrées qui n'ont pas été consommées. Avec tout ça, on analyse les résultats et on formule des préconisations adaptées à chaque établissement. Et parallèlement à ça, on organise également des animations pour tout public, scolaire ou grand public. Ça va être des ateliers culinaires ou des ateliers d'éducation au goût, puisque l'idée, en fait, c'est de faire évoluer les pratiques et les comportements, mais de façon ludique et conviviale. Donc, voilà. Tout à fait.
On va passer à une question un petit peu plus piquante, mais vous verrez, c'est pas hyper méchant. Pas bien méchante. Non, c'était à propos d'une vidéo, on s'est permis d'aller sur votre site, donc crépac.org pour ceux qui veulent y jeter un œil. Donc il y a une vidéo qui a été mise en ligne justement sur le gaspillage alimentaire il y a quelques années, et il était dit à l'intérieur que d'ici 2025, donc dans moins de 10 ans, l'objectif du gouvernement, ça serait de réduire de moitié les déchets alimentaires. Est-ce que vraiment vous pensez que c'est possible, en moins de 10 ans, de réduire un phénomène qui ne cesse d'augmenter? La difficulté première, c'est d'avoir une évaluation précise du gisement du gaspillage alimentaire qui est réalisé. Mais il faut quand même saluer l'effort, puisque la France est le premier pays européen à avoir légiféré sur le gaspillage alimentaire. Donc en tout cas, on s'emploie à atteindre ces objectifs, sachant qu'il faut déjà savoir précisément d'où on part. Mais en tout cas, maintenant, la plupart des acteurs de la filière alimentaire se sont emparés du sujet et œuvrent dans ce sens. Justement, on fait plein de lois, on essaie de mettre en œuvre des solutions, mais le problème c'est qu'en politique, vous savez, ça bouge très vite, les gouvernements, tous les 5 ans, ça change généralement. Et donc, est-ce que vous pensez vraiment que sur les 10 ans, comme ça, en 10 ans, on peut vraiment mettre une politique durable pour réduire le phénomène? Il y a quand même des choses qui se font, puisque en 2013, donc, il y avait eu les premiers travaux du Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire, auquel on avait participé, puisqu'on est engagé depuis longtemps sur ce sujet, et suite auquel on avait créé donc, le premier régal en France, qui est un réseau pour éviter le gaspillage alimentaire. Et en ce moment ont lieu les deuxièmes travaux de ce pacte national, auquel on fait encore partie. Parallèlement à ça, il y a aussi les états généraux de l'alimentation qui ont un sujet sur le gaspillage alimentaire. Donc c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus traité et qui fait consensus. Personne n'aime gaspiller la nourriture. Alors j'ai une dernière question, et peut-être que ça intéresse nos internautes. Est-ce que dans le cadre de l'association et du thème du gaspillage alimentaire, est-ce que vous organisez des événements prochainement? Alors oui, dommage, on a organisé un événement public pour la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire, c'était il y a une dizaine de jours, qui s'appelait Gaspidélice. Donc vous pouvez aller voir les infos sur le site. Mais là, ce qu'on organise prochainement, ce sont plutôt des événements à destination des professionnels, notamment des journées d'échange, de partage d'expériences pour des chefs de restauration scolaire qui veulent justement mettre en place des actions pour limiter le gaspillage dans leurs établissements. Voilà. Entendu. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup Dorothée d'avoir répondu à nos questions, même la plus Merci piquante. à vous. Oui. Si ça ne vous dérange pas, on va vous garder un petit peu sur le plateau parce que c'est l'heure du portrait de la mission. Avec plaisir. Oui, en effet, Louis. Il s'agit de Béatrice Maisonneuve, bénévole au Resto du Cœur, qui nous parle de ce qu'elle y fait et les solutions mises en place par l'association pour lutter contre le gaspillage. On regarde. Donc je suis au sein des Restos du Cœur depuis 6 ans, à peu près 6 ans. Je suis responsable de l'activité Bus du Cœur. C'est une activité qui me plaît. Je suis bien. Les bénéficiaires sont très attachants, donc c'est vrai qu'on apprécie le contact et la chaleur. Alors j'ai choisi les Restos du Cœur pour l'accueil inconditionnel, donc on accueille toutes les personnes. Et aussi l'indépendance complète de l'association vis-à-vis du politique et du religieux. Alors les solutions, donc c'est contre le gaspillage alimentaire, déjà qu'il y ait moins de choses peut-être dans les grands supermarchés. Et après, de parler de l'association, des gens qui ont faim et donc que les gens puissent donner si jamais ils ont trop de choses dans leur frigo, qu'ils ne jettent plus, qu'ils donnent aux plus démunis. Et surtout, acheter moins de choses et laisser plus de choses dans les magasins. Quand je mets quelque chose à la poubelle, j'ai pas du tout le même regard. Donc j'évite justement de trop acheter et puis de consommer ce que j'ai dans mon frigo avant de repartir au supermarché acheter autre chose. Si jamais les aliments dans les supermarchés restent dans les rayons, automatiquement, nous, on a des accords avec les Carrefour, Leclerc, enfin beaucoup de grands supermarchés, justement pour récupérer la nourriture qui n'a pas été vendue. C'est pas toujours facile non plus de trouver de la nourriture. Donc voilà, de cette façon-là, j'espère avoir participé à ce qu'ils ne gaspillent pas autant de nourriture. Alors, on vient de voir un portrait d'une personne qui travaille au Resto du Cœur. Est-ce que vous avez déjà eu l'idée de travailler main dans la main avec cette association? Oui, tout à fait. Alors, plutôt que de travailler main dans la main, en tant qu'animateur du régal particulièrement, nous, on a pour vocation à travailler avec tous les acteurs de la chaîne alimentaire, de la filière alimentaire, dont les associations d'aide alimentaire font partie, comme la Banque alimentaire, M. Brunel Béliard, que vous avez reçu tout à l'heure, ou les Restos du Cœur.
On les avons sollicités, par exemple, que nous avons organisé le Gaspille Délices, puisque leurs locaux se situaient à côté de l'événement où il a eu lieu. Et une petite question pour terminer, vous avez parlé du Régal tout à l'heure, donc j'explique aux gens, c'est le réseau que vous avez créé qui lutte contre le gaspillage alimentaire, essentiellement. Là j'ai perdu ma voix, excusez-moi. Et justement, peut-être qu'il y a des gens devant leur écran qui voudraient vous aider et être acquis à votre cause, et comment ils peuvent rentrer, si on peut rentrer dans le réseau. Alors, ce réseau-là est vraiment plus destiné spécifiquement aux acteurs, donc plutôt professionnels. Ça va être la grande distribution, ça va être les collectivités, les associations de consommateurs, enfin voilà, tous ces acteurs-là. Donc un particulier ne peut pas un particulier, postuler. S'il fait partie d'une association, en tant que membre d'une association. Nous, en tant que Régal, on est animateur de ce réseau-là. Par contre, le CREPAC est une association qui fait toutes sortes d'activités auxquelles des bénévoles peuvent s'inscrire, comme toute association sur ce sujet. Mais sur Bordeaux, en tout cas, ou même en Nouvelle-Aquitaine, il y a de quoi faire si on veut s'investir sur le gaspillage alimentaire. Écoutez, c'est noté, j'espère aussi chez vous. Bon, malheureusement, l'émission touche bientôt à sa fin, mais il reste la cerise sur le gâteau. Tout à fait, Louis. Un dernier sujet sur comment arriver à un objectif zéro déchet. Une chose pas si simple aujourd'hui, mais Johan Denechaud va vous donner quelques conseils et astuces pour atteindre cet objectif. On regarde. Le mouvement zéro déchet, ou zéro waste en anglais, est né aux États-Unis dans les années 80. Le principe est de réduire au maximum le volume des ordures ménagères en se libérant de l'hyperconsommation et du suremballé. Pour fabriquer un engrais naturel pour le jardin, on peut aussi faire du compost avec les déchets alimentaires. La pionnière du mouvement en France s'appelle Beatrice Johnson. Elle a écrit un livre best-seller sur comment elle a tout abandonné pour passer au mode de vie zéro déchet. Au départ, elle utilisait une poubelle de 240 litres par semaine. Aujourd'hui, sa poubelle annuelle tient dans un bocal de 250 ml. Voici les 5 conseils sur la marche à suivre pour être zéro déchet. Numéro 1. Surtout pas de sac ni d'emballage en plastique. Il faut privilégier les cabas et les sacs en coton biologique. Le type de sac dépendra des aliments que vous transportez. Numéro 2. Utilisez des bocaux pour le rangement et la conservation de vos produits. Ça demande une grosse organisation et une capacité de stockage conséquente. Numéro 3. Pour les produits frais, privilégiez le circuit court, mais attention, certains produits se conservent moins bien. Numéro 4. Fabriquez vos propres produits ménagers. Par exemple, le site nopanique.fr propose des recettes de dentifrice et de liquide vaisselle maison. Numéro 5. Zéro déchet, c'est aussi zéro déchet alimentaire. Il faut donc penser à se procurer un composteur, et si jamais cela ne suffit pas, des animaux tels que les poules peuvent finir les restes. Voilà, vous savez tout. Maintenant, vous êtes prêts à passer au zéro déchet. Et nous arrivons au terme de l'émission à la carte. Oui, je sais, mais toutes les bonnes choses ont une fin, voyons. Nous espérons que le menu de l'émission vous a plu. En tout cas, on tenait à remercier vraiment toute l'équipe qui a permis la réalisation de l'émission. Ils sont juste derrière, vous ne les voyez pas. On remercie également nos partenaires comme l'atelier Éco-Solidaire, Juliana, Françoise B et le château Grand Pontet. Un grand merci à tous et surtout à vous les internautes. À bientôt sur Bordeaux TV.